L'alchimiste, Paulo Coelho. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinité des bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse » répondit le lac. « Voilà qui nous est en guerre, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois. Tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. Narcisse était donc beau, demanda le lac. Qui mieux que toi pouvait le savoir? Repliquèrent les Oréades surprises. C'était bien sur tes rives, tout de même, qui se penchaient chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis « Je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. » Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Première partie. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Elle décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois, une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea, en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. « J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, » pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ses moutons qui, depuis 2 ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse.
C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec un bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués, ou bien il leur a parlé de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne, commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tendre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit-il au commerçant. La boutique était pleine et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants mongols. « C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, » répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de 2 heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire ?» vint demander la jeune fille. « Comme tout le monde, » répondait-il, « à l'école. »« Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ?» Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps. Encore, il lui demanda d'attendre pendant 3 jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors, l'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva. Finalement, il lui demanda de tendre 4 brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Il ne manquait plus maintenant que 4 jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitude. Peut-être la jeune fille l'aurait-il oublié. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la haine. Peu importe, dit-il, parlant avec ce brebis. Moi aussi, je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance et que les bergers comme les marins ou les commis voyageurs
connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. Alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, le berger commence à faire avancer ce mouton dans la direction du soleil levant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qu'éprouvaient les moutons, c'était celui d'eau et de nourriture. Et tant que leur berger connaîtrait les meilleurs pâturages d'Andalousie, ils seraient toujours ses amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traînaient entre le lever et le coucher du soleil, mais s'ils n'avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence, et ignoraient la langue des hommes qui racontaient ce qui se passait dans les villages, ils se contentaient de nourriture et d'eau, et c'était en effet bien suffisant. En échange, ils s'offraient généreusement leur laine, leur compagnie et de temps en temps leur viande. Si, d'un moment à l'autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un à un, ils ne commencèrent à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont cessé de se fier à leur propre instinct. Tout cela parce que c'est moi qui les mène au pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église avec ce sycomore qui poussait à l'intérieur était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même rêve et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles? Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la vieille et serra son menton contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit. Et pendant tout ce temps, il faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que grâce à cette charge, précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songeait-il alors. Et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie, voyager. Il avait l'intention cette fois-ci d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais ils restent toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château. Ils trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé,
mais sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours, poursuivit le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leur poche, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnol. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, il devrait aller à l'église à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'enterrer nos femmes les plus belles. Il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lui aussi l'envie de courir le monde. Une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire, y manger. L'horizon se tint en rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qui l'attendait 2 jours de là. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il n'aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire ? Se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable. Il s'y laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps. Il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde, pensa le berger. Même pour moi, qui n'ai plus d'autre femme en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin prêt pour retrouver la jeune fille. Il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arrivé avant lui avec davantage de moutons pour demander sa vente. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, songea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves, et c'est cette nuit-là il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. La vieille conduisait le jeune homme au fond de la maison, dans une pièce séparée de la salle par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table,
une image du Sacré-Cœur de Jésus et de chaise. La vieille s'assit et le pria d'en faire autant. Puis il prit entre les siennes les deux mains du garçon et se mit à prier tout bas. Cela ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient, eux aussi, mais ils ne s'occupaient pas de moutons. Le bruit courait qu'un gitan, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon, qu'ils enlevaient des enfants pour faire d'eux leurs esclaves dans leur mystérieux campement. Quand il était petit, le jeune berger avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par les gitans, et cette peur d'autrefois revint tandis que la vieille lui tenait la main. Mais il y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, pensa-t-il, en essayant de se rassurer. Il ne voulait pas que sa main se mît à trembler et que la vieille s'aperçut de sa frayeur. En silence, il récita à notre Père. Intéressant, dit la vieille, sans quitter des yeux la main du garçon. À nouveau, elle se tut. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler malgré lui, et la vieille le remarqua. Il le retira très vite. Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main, dit-il, regrettant maintenant d'être entré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller sans rien savoir. Il accordait sans doute bien trop d'importance à un rêve qui s'était répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes ?» dit alors la vieille. « Et les songes sont le langage de Dieu. Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. Mais s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisses comprendre. De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » Encore une astuce, pensa le jeune homme. Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé au danger des loups ou de la sécheresse, et c'est bien ce qui rend plus excitant le métier de berger. J'ai fait 2 fois de suite le même rêve, dit-il. Je me trouvais avec mes brebis sur un pâturage, et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec les bêtes. Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. Elles ont un peu peur des gens qui ne connaissent pas. Mais les enfants, eux, arrivent toujours à s'amuser avec elles sans qu'elles prennent peur. J'ignore pourquoi. Je ne savais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains. Retourne à ton rêve, dit la vieille. J'ai une marmite au feu. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu ne vas pas me prendre tout mon temps. L'enfant continua à jouer avec les brebis pendant un moment, poursuivit le berger, un peu embarrassé. Et tout d'un coup, il me prenait par la main et me conduisait jusqu'aux pyramides d'Égypte. Il marqua un temps d'arrêt pour voir si la vieille savait ce qu'étaient les pyramides d'Égypte, mais celle-ci resta muette. Alors, devant les pyramides d'Égypte, il prononça ces mots très distinctement pour que la vieille pût bien comprendre. Le gosse me disait « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillée, les 2 fois. La vieille demeura sans rien dire pendant quelques instants. Ensuite, il reprit les mains du jeune homme qu'il étudia attentivement. « Je ne vais rien te faire payer maintenant, dit-elle enfin, mais je veux la 10e partie du trésor, si jamais tu le trouves. » Le jeune homme se mit à rire, un rire de contentement. Ainsi, il allait conserver le peu d'argent qu'il possédait.
grâce à un songe où il était question de trésors cachés. Cette vieille bonne femme devait vraiment être une gitane. Les gitans sont bêtes. Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve ? Demanda le jeune homme. Avant, il faut jurer. Jure-moi que tu me donneras la 10e partie de ton trésor en échange de ce que je te dirai. Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. C'est un songe de langage du monde, dit-elle alors. Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation très difficile. Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu trouveras. Et l'interprétation est celle-ci. Si tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte, je n'en avais jamais entendu parler. Mais si c'est un enfant qui te les a montrés, c'est qu'ils existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. Le jeune homme fut d'abord surpris, puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu. Mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien à payer. Si c'était pour ça, je n'avais pas besoin de perdre mon temps, dit-il. Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. Les choses simples sont les plus extraordinaires et seuls les savants parviennent à les voir. Quand je n'en suis pas un, il faut bien que je connaisse d'autres arts. Lire dans les mains, par exemple. Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Égypte ? Je ne fais qu'interpréter les songes. Il n'est pas de mon pouvoir de les transformer en réalité. C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes filles. Et si je n'arrive pas jusqu'en Égypte, eh bien je ne serai pas payée. Ce ne sera pas la première fois. Et la vieille n'ajouta rien et demanda au jeune homme de s'en aller, car il lui avait déjà perdu beaucoup de temps.